OK. Alors, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. Comme annoncé précédemment, le cours d'aujourd'hui s'intitule tout simplement le monde biologique et on va s'intéresser plus particulièrement à cet espace ou bien cette idée de monde biologique qu'on va détailler par la suite sur le cours. Donc, qu'est-ce que c'est que ce monde biologique? Bien, qu'est-ce qu'on peut le simplifier pour dire tout simplement qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique? Alors, lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, ce sont tout simplement des conceptions, c'est-à-dire ce sont tout simplement des idées qui sont derrière cette idée de conception ou bien ces idées fondatrices de l'agriculture et spécialement à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire ce 21e siècle. Donc, pourquoi cette idée devient quelque chose de plus en plus important dans la société, ou bien pourquoi est-ce que l'idée de l'agriculture biologique devient un peu une affaire en mode actuellement au début du 20e siècle? C'est parce qu'au début du 20e siècle, c'est-à-dire le siècle précédent, des courants naissent pour construire une alternative à l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage. On s'est intéressé plus particulièrement au développement de l'agriculture et plus particulièrement sur le domaine agricole et tout ce qui concerne les différents types d'élevage. Donc, leur référence, c'est les systèmes de polyculture-élevage. Donc, il y a tout ce qui est avec l'agriculture et de côté, il y a également l'élevage et une conception naturaliste du monde. C'est quoi une conception naturaliste du monde? C'est tout simplement l'idée qu'on a envie de produire, on a envie de développer de l'agriculture, mais toujours en respectant tout simplement la nature, en respectant la nature à travers quoi? À travers tout simplement au fait d'utiliser par exemple un engrais chimique, parce que les engrais chimiques, comme on le sait très bien, peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur l'espace qui nous entoure, ou bien l'espace sur lequel on vit, c'est-à-dire la Terre ou bien l'espace terrestre. Donc, au début du 20e siècle, on a tout simplement cette idée de pouvoir aider, de pouvoir développer, de pouvoir penser à l'industrialisation de ce secteur d'activité humaine qui est principalement l'agriculture et tout ce qui concerne l'élevage. Donc, voici donc les principaux courants de pensée. Okay? Première des choses, il y a Steiner qui est derrière cette idée de l'agriculture biodynamique. Ensuite, on a également Howard, on va voir après les détails de ces grands penseurs du domaine agricole, qui va s'intéresser plus particulièrement sur l'idée de l'agriculture agronomique. Et il y a M. Rasch ainsi que Miller, ils vont donc contribuer sur l'idée de l'agriculture biochimique, biologique. Donc, lorsqu'on parle d'agriculture biodynamique, qu'est-ce que ça signifie exactement? L'agriculture biodynamique est un mode d'agriculture biologique qui considère que les aliments de qualité ne peuvent être produits que sur une terre en pleine santé. Okay? Donc, on le sait très bien, pour pouvoir avoir une bonne récolte, on a besoin tout simplement de planter sur des terres qui sont donc riches en aliments fertiles. Okay? Donc, en favorisant une plus grande diversité des sols et en renforçant la santé des plantes, la biodynamie est une agriculture durable par excellence. Okay? Donc, du moment où on va mettre de l'effort sur l'idée d'avoir une bonne terre, automatiquement, les récoltes qu'on va donc avoir vont être de bonne qualité et en grande quantité. Et encore une fois, c'est une conception tout simplement d'idée de l'agriculture durable, c'est-à-dire qui va donc s'étendre, il va donc avoir des répercussions sur la vie de l'homme. Lorsqu'on parle de l'agriculture biodynamique, eh bien, tout simplement, c'est une agriculture biologique et aussi durable par excellence. Maintenant, si on vient sur l'idée de Howard, qui parle de l'agriculture dynamique, okay? Donc l'agriculture organique est issue du terme anglo-saxon organic farming, souvent traduit par agriculture biologique. À la différence de la culture biologique, elle
celle organique n'est pas obligatoirement liée à l'obtention d'un label ou suivi d'un cahier des charges. En effet, il s'agit d'un processus de production de la nourriture de façon naturelle. Cette forme de production proscrit aussi l'utilisation des intrants chimiques et des organismes génétiquement modifiés. Donc, dans tout ce qui concerne l'agriculture organique, il y a l'idée du fait que l'homme contribue également au développement de ce type de système agricole. C'est-à-dire l'homme va ajouter certains des produits qu'il va donc créer. Bon, par exemple, ça peut être des produits chimiques, ça peut être d'autres produits qui peuvent contribuer au développement de plantes, des acides par exemple, qui peuvent permettre à ce que les plantes ne soient pas détruites par des insectes. Okay? Donc là, dans l'idée de organique, il y a la participation, ou bien la contribution tout simplement de l'espèce humaine sur le développement tout simplement de ces types d'agriculture. Ensuite, lorsqu'on parle d'agriculture biologique, l'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui vise à respecter le système et naturel, maintenir et améliorer l'état du sol, de l'eau et de l'air, la santé des végétaux et les animaux, ainsi que l'équilibre de celles-ci. Donc, lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est beaucoup plus complète parce qu'elle respecte tout simplement les systèmes et les cycles. Vous voyez? Donc, à la différence de organique, on essaie de modifier, on apporte une certaine modification pour avoir une récolte beaucoup plus importante, par exemple, mais il y a des implications sur l'espace dans lequel les plantes poussent. Alors que sur la partie biochimique, on respecte quand même les cycles naturels, on maintient quand même l'état des sols à travers l'ajout d'autres produits organiques, mais de substances naturelles. On pense également à l'eau qu'on va donc injecter dans nos plantes, l'air également que les plantes vont donc respirer, etc., etc. Donc, tout doit être, si vous voulez, naturel lorsqu'on parle de l'agriculture biologique. Donc, ces conceptions, à partir du XXe siècle, vont devenir des pensées à la mode. C'est-à-dire on va s'intéresser beaucoup plus à ces idées-là parce qu'on veut aider au développement, tout simplement, du secteur agricole. Donc, exemple d'idées développées surtout dans les pays riches, par exemple. Comme on a la carte de la France, et si on regarde attentivement tout simplement cette carte de la France, on va donc constater tout simplement que la plus grande partie des surfaces bio et dynamiques de développement dans les territoires agricoles sont beaucoup plus importants, deviennent de plus en plus importants. Vous voyez, sur cette partie, vous avez donc surface conversion et surface confie à la culture bio. Donc, vous voyez un peu du vert à travers l'ensemble de la carte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à partir du XXe siècle, on a pensé en fait développer ce secteur et les pays riches sont donc les premiers pays tout simplement à encourager le développement de ce secteur qui va contribuer tout simplement à l'économie de certains de ces pays-là. Cette fois-ci, cette idée va également toucher le reste du monde, notamment sur cette carte, comme vous pouvez voir, il y a les pays de l'Afrique, il y a les pays du Nord, Amérique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Donc, presque tout l'ensemble des continents sont donc acceptent, si vous voulez, l'idée de pouvoir développer le secteur agricole parce que c'est un secteur qui contribue à l'existence de l'espèce humaine sur Terre. Donc, on notera en fait que sur la partie de l'Océanie, on a l'Australie, bien sûr, qui est un pays qui va énormément renforcer son secteur d'activité agricole. Il y a également la Nouvelle-Zélande, et il y a également la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis petit à petit, les petits États insulaires, excusez-moi, acceptent aussi cette idée que
l'on doit développer le secteur agricole. Donc, c'est juste pour vous dire que cette idée de développement agricole qui, dans un premier temps, a été pensée dans les pays qui sont donc les plus avancés au niveau mondial, les pays riches, mais par la suite, ces idées-là vont avoir également effet sur les autres territoires du monde. Et ce diapo le montre tout simplement dans les pays riches et ainsi de suite dans le reste des continents. Donc, les pionniers, si vous voulez, de ces idées qui sont donc développées par la suite. Donc, premièrement, on a donc un Suisse qui est donc Steiner et qui s'intéresse plus particulièrement, comme on l'a vu précédemment, à la biodynamie. Donc, qu'est-ce qu'il pense Steiner? Il dit tout simplement que lorsqu'on veut parler de la biodynamie, il faut donc tout simplement s'intéresser beaucoup plus particulièrement aux écosystèmes qui existent, c'est-à-dire la culture, élevage autonome, pas d'engrais chimiques. Et il met le point également sur la méthode de rotation de langue, compostage, préparation biodynamique. Okay? Et il est derrière ce livre ou bien cette création de marque Demeter en 1928. Okay? Donc Demeter, si vous voulez, c'est une marque tout simplement de produits agricoles de bonne qualité dans les pays développés. Donc, c'est donc ce Steiner qui va donc s'intéresser beaucoup plus particulièrement à cette culture de biodynamie. Okay? Deuxième penseur également du développement de l'idée de bio à travers le monde, il s'agit tout simplement de l'anglais Albert Howard. Donc, les conceptions de cette personnalité est tout simplement le compost. Il dit que si on veut aider au développement de l'agriculteur, on doit penser à tout ce qu'on va ajouter, c'est-à-dire l'idée du compost. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer les cycles naturels pour la fertilité de la terre et il met l'accent sur la culture, l'élevage en autonomie. Donc, il veut mettre en valeur l'idée de compostage systémique, c'est-à-dire méthode indoor, pour garantir la fertilité et éviter le parasitisme. Donc, pour lui, si on veut développer le secteur agricole, on est obligé de penser en fait à ces produits qu'on va donc ajouter, qui est donc le compost. Il faut que le compost soit de bonne qualité. Et du moment de la qualité dans les plantes, ça permet tout simplement de garantir la fertilité et éviter tout simplement que les insectes puissent nuire à ces plantes. Donc, il est derrière l'idée en Angleterre de Balfour Soil Association. C'est tout simplement un livre qui présente en fait comment développer des sols qui sont donc de bonne qualité. Et aux États-Unis, il a également influencé Jude Rodal, puis en France, le maire Boucher. Okay? Donc, les idées de Howard vont donc aider certains penseurs des autres territoires européens pour pouvoir penser au développement tout simplement de l'agriculture. Troisième personne qui est également important à retenir, il s'agit tout simplement de l'Autrichien Roche. Et lui, il s'intéresse toujours dans le domaine de l'agriculture, mais il va s'intéresser plus particulièrement sur l'activité microbienne. Donc, il est derrière l'idée en fait de préconiser l'autarcie et la circuit court, c'est-à-dire les plantes vont donc pousser en suivant des circuits. Et lui, il est derrière cette idée et il veut également intégrer la biologie dans l'agriculture, c'est-à-dire activité microbienne, le compostage de surface et éviter le gaspillage. Donc, il est derrière l'idée pris par la suite par Bioland en Allemagne et Nature en progrès en France. Okay? Donc, les idées de Peter Rush vont donc influencer également de nouvelles pensées sur le développement de l'agriculture, notamment en Allemagne, puis par la suite en France. Et le dernier penseur qui s'est intéressé également au développement de l'agriculture, surtout l'idée de bio, est donc tout simplement le japonais Fukuoka et l'agriculture naturelle. Donc, pour ce japonais, il va apporter des idées révolutionnaires tout simplement pour pouvoir également développer l'agriculture. Donc, lui, ce qu'il pense, c'est tout simplement l'invention
minimum, c'est-à-dire pas de labor, pas de fertilisation chimique ou compost, pas de pesticides. Et comment on observe ceci? Bien, à travers tout simplement de l'observation et des prélèvements des grains uniquement. Et il est derrière l'idée de développer il est derrière l'influence des idées qui sont donc développées par Mollison en Australie dans les années 70. Et également derrière d'autres idées présentées dans l'approche agroécologique reprise et développée par Alteri, l'agroforesterie, la permaculture. Et donc l'idée, si vous voulez, de ce japonais vont donc également révolutionner le monde, surtout sur le développement de certains aspects agricoles, comme par exemple l'idée de comment faire, par exemple, un bon labour de son espace cultivable, comment également bien penser au système de fertilisation des plantes, comment également aider aux produits qu'on va donc apporter, c'est-à-dire l'idée de compost, okay, et également l'idée de pesticides. Quels sont les pesticides naturels que l'on peut utiliser pour pouvoir aider les plantes à mieux produire. Okay, donc, les idées de ce japonais vont également révolutionner le monde parce qu'il a fait en fait des études, il a fait également des recherches, il a passé son temps à observer les plantes, comment est-ce que les plantes poussent, comment est-ce que si on veut une bonne production, comment ou bien quel état doit mettre les plantes dessus. Donc, ces idées vont également contribuer tout simplement au développement de l'agriculture. Donc, on voici donc certains exemples de penseurs qui ont contribué au développement de l'agriculture. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'à partir du XXe siècle, on peut donc se demander, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a des penseurs de la société qui s'intéressent à l'activité agricole? Donc, à partir de 1945 à 1960, il y a un courant nutritionniste qui va donc apparaître dans la société. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, ben, les économies sont donc effondrées parce qu'il y a énormément de dépenses du côté armement, surtout dans les pays qui étaient derrière les francs pour pouvoir combattre. Et le système agricole dans plusieurs des pays a été donc mis à mal. Donc, il y a certains penseurs qui se sont dit, l'agriculture, c'est quand même un secteur important, c'est un secteur qui va donc nourrir les populations. Et là, après la guerre, ce secteur a été tout simplement mis à mal. Certains pays, c'est des centaines de parcelles de terres qui ont été détruites par exemple, les explosions, etc. Donc, ils ont essayé de penser à un système qui doit permettre de redynamiser le secteur agricole, qui est donc un secteur, comme on le sait très bien pour tout pays, c'est un secteur qui est très important parce que c'est dans ce secteur-là qu'on développe ou bien qu'on nourrit les différentes populations. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, forte crainte sur les maladies liées à l'alimentation. Pourquoi? Parce que ce secteur a été mis à mal. Donc, à partir de 1952, les penseurs et les penseurs et également certaines personnes importantes de la société, notamment Joe Guthrie, il va donc remettre en question, si vous voulez, tout ce qui concerne l'agriculture dans un magazine qui est tout simplement La Vie claire. Donc, au mouvement, ces idées vont donc influencer le mouvement AFRAN, Association française pour une alimentation normale. Et du moment où il y a ces associations qui sont créées, qu'on re-questionne l'État pour les subventions liées à l'agricole, ces idées vont être également perçues dans les autres pays. Ah, regardez en France, ils sont en train de questionner le gouvernement sur l'importance des contributions qui doivent aller développer le secteur agricole. Ça veut dire que si eux, ils font, ça veut dire que nous, si on pense que c'est intéressant, on doit le faire également. Donc, à partir de 1959, il y a une rencontre des agronomes sur la Soil Association et Afran, qui met en cause le modèle de développement agricole qui se met en place. Donc, à partir de 1960 et 1962, scission courante le maire
brocher nature en progrès. Donc, si vous voyez bien, à partir, l'idée qu'il faut donc retenir ici, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, comme les domaines agricoles ont été mis à mal et que ça touche également les autres pays de l'Europe, des penseurs ont donc tout simplement mis leurs pensées en commun pour pouvoir développer l'agriculture, pour pouvoir développer ce secteur qui a été mis à mal tout simplement après la Seconde Guerre mondiale. D'où l'idée de courant nutritionniste qui va donc arriver dans la société. Donc, à partir de 1960 à 1970, refus d'un modèle de développement. Donc, on a vu que ce secteur mérite en fait qu'on mette plus d'importance dessus. Une fois qu'on a commencé à mettre de l'importance dessus, qu'on a fait les premiers progrès, qu'on a donc observé, il y a tout simplement un débat qui revient dans la société concernant les modèles de développement. Donc, début de l'intensification, engrais, premier désherbant, forte motorisation et également l'exode rural qu'on va donc observer. Donc, ça va, du moment où il y a ce développement, ça va créer également des réactions chez certains. Donc, il y a le maire, par exemple, qui est donc français conservateur. Il va dire que oui, c'est bien le fait de pouvoir développer l'agriculture. Il y a énormément d'efforts qui sont mis dessus, mais du moment où on va apporter le développement dessus, du moment où ça crée du travail, de l'autre côté, ça va aussi faire changer certaines mentalités. Comme par exemple, l'idée d'utiliser de plus en plus d'engrais chimiques dans la culture des plantes. L'idée de, par exemple, d'utiliser les désherbants, par exemple, dans les champs. L'idée également d'utiliser une forte mécanisation agricole. L'idée de faire bouger une grande population pour pouvoir venir travailler, par exemple, dans les plantations. Certains des penseurs ont donc tout simplement remis en cause cette idée de développement agricole. On dit, oui, c'est bien, on a apporté un changement dessus, mais de l'autre côté, ça crée aussi certaines choses. Donc, du coup, ça crée cette pensée qui est donc le refus d'un modèle de développement. Donc, porté par des promoteurs ancestraux des techniques agricoles, les moines surtout, abbés de Bellefontaine et abbés de Biard, qui vont donc ouvrir des espaces qui vont permettre en fait de pouvoir partager, si vous voulez, les productions. Donc, il y a également une réaction écologique qui va donc se faire, qui va donc créer des débats avec l'idée de nature et progrès. Donc, il y a certains qui vont dire, oui, c'est bien, on va ajouter des engrais, on va utiliser des désherbants, ça va booster en fait la récolte, mais attention à une chose, on est en train de détruire aussi cet espace agricole. Donc, il y a des réactions écologiques qui commencent à sortir également. Il y a des voix qui commencent à s'élever au sein de la société parce qu'on va mettre de l'importance et en même temps, on ne tient pas compte en fait des autres produits qu'on va donc utiliser. Donc, position politique contre l'intensification et l'usage des produits chimiques par des agronomes et techniciens. Donc, vous voyez, à partir de 45 à 60, on a vu qu'il y a un problème lié avec le secteur agricole. Donc, on va essayer de mettre de l'importance là-dessus. On met plus d'argent. On va penser à d'autres nouvelles techniques. Okay? On va essayer de proposer à utiliser, par exemple, les pesticides, les désherbants. On va mécaniser l'agriculture. Mais à partir de 1960 à 1970, on a vu en fait que, bien sûr, il y a un progrès, mais de l'autre côté, ça va déstabiliser certains cycles de la vie agricole. Donc, ça remet en mal certains de ces pensées. Et il y a certains, ils vont donc dire, attention, est-ce que ce qu'on fait suit tout simplement un bon train, ou bien est-ce qu'on doit revisiter toutes les actions qu'on a essayé de mettre en place? Donc l'idée qu'il faut donc retenir, c'est qu'à partir de 1945 à 1960, on va observer tout simplement un boom au niveau de l'agriculture. Et deuxième idée, c'est qu'à partir de 1960 à 70, il y a une remise en cause, tout simplement, des techniques et des méthodes de production. Okay? Donc, à partir de 45, fin 45, fin de guerre mondiale,
problèmes liés à ce secteur qui nourrit les populations. On va mettre de l'effort dessus. À partir de 60 à 70, il y a des questions qui reviennent, il y a des réactions qui se font entendre parce que cette activité va également faire des changements, va créer des changements au sein de la société. Avant que je puisse continuer, est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des réactions? Nazario et l'autre camarade, est-ce que ça va, c'est clair jusque-là? Pas de questions ou bien de réactions? Si je peux juste avoir un feedback de votre part, un de vous deux. Ça va, monsieur. OK. Ça va, monsieur. OK. Donc, je vais commencer là-dessus. Donc, voilà pour les périodes concernant cette activité agricole ou bien la culture bio. Voilà, l'idée, en fait, qu'il faudra retenir, c'est donc ceci. Hein? Si on s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture, c'est que dans un premier temps, il y a eu un problème. C'est-à-dire, c'est en fait les guerres qui vont donc à faire en fait en sorte qu'il y a des conséquences dans la société. Donc, c'est à partir de ce problème, on a essayé d'apporter des solutions entre 45 et 60. Du moment où on a apporté des solutions, on a vu qu'il y a des résultats positifs là-dessus. Mais le truc, c'est que ces pensées qu'on a essayé d'insérer sur l'idée de l'agriculture, certaines de ces pensées ont tout simplement mis à mal certaines idées, certaines pratiques, ce qui fait qu'il y a une remise en cause à partir de 60 à 70. Donc, entre 1980 et 1980 à 90, il y a tout simplement un refus du productivisme et la reconnaissance par la loi. Okay? Donc, à partir de 60 à 70, c'est le boom. À partir de 45 à 60, c'est le boom agricole. À partir de 60 à 70, c'est une remise en cause. Et à partir de 1980 jusqu'à 1990, il y a tout simplement un refus du productivisme et l'idée qu'il faut qu'il y ait une loi qui vienne protéger ceci. Okay? Donc, les excès du productivisme conduisent au quota laitier, mais aussi au mouvement de paysans travailleurs qui, pour une part, rejoignent l'agriculture bio. L'État reconnaît l'agriculture bio et la définit en 1980 dans la loi 1986, cahier des charges, et en 1988, des protections de termes en agriculture bio. Okay? Donc, à partir de 1980, donc avant à 70, c'est-à-dire 60 à 70, lorsqu'il y a des réactions, les penseurs de la société, ou bien ceux qui étaient derrière toutes ces idées, se sont dit tout simplement que il faut que l'État reconnaisse en fait que ce secteur est un secteur qui est donc important. Et si l'État revient à dire que oui, l'agriculture est tout simplement un secteur d'activité qui est primordial pour la société, il faut que ça soit en fait présent en fait, il faut qu'il y ait des lois qui protègent en fait ce secteur. Parce que jusque-là, c'est juste de développement, c'est juste des booms économiques, c'est juste des pensées. Après, ça crée des réactions. Mais si vous voulez, au niveau de l'État, ce secteur n'est pas encore bien structuré. Elle n'est pas bien administrée, si vous voulez. Donc, du coup, les penseurs de la société, ils se sont dit, il faut qu'on crée des choses, il faut que l'État, dans un premier temps, il faut qu'on oblige l'État à reconnaître que l'agriculture est un secteur d'activité important, primordial. Il faut qu'il reconnaisse dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut que l'État mette en place des lois qui doivent protéger. Et à partir de 1986, les cahiers de charges, ce sont tout simplement des recueils de lois qui protègent, en fait, qui guident le développement agricole dans un pays.
Okay? Si je reviens sur l'exemple Avanato, par exemple, bien sûr, dans nos sociétés, il y a énormément d'agriculteurs. Okay? Mais si on veut parler du business agricole, si on veut parler de l'exportation, si on veut parler du marché des biens, on entre là dans un système qui est donc administré par un ministère, par exemple. Okay? On rentre en fait dans une organisation qui est dirigée, où il y a des politiques, où il y a des lois qui sont donc mises en place pour pouvoir mieux guider le développement de ce secteur. Donc, c'est pour tout simplement venir confirmer cette idée que ces idées qui touchent le domaine agricole, ce sont des idées qui sont donc concrètes, présentes dans les lois et dictées tout simplement par les gouvernements qui sont donc en place. Donc, première institutionnalisation dans les années 90. Okay? 45, 60, c'est le boom. 60 à 70, c'est les réactions. Ensuite, de 80 à 90, on veut que l'État entre, on veut que l'État reconnaisse, on veut que l'État propose des lois. Et à partir de 1990, il y a les premières institutions qui vont donc naître un peu. D'abord dans les pays qui sont donc les plus avancés économiquement, puis par la suite, ça va avoir des répercussions sur le reste du monde. Donc, entre 1990 et 1996, il y a la structuration de FNAB-ITAB. Okay? Donc, c'est une organisation française tout simplement qui va donc développer toutes les idées de l'agriculture. Ensuite, à partir de 1991, l'idée part de la France, si vous voulez, puis va devenir une obsession européenne. Donc, à partir de 1991, il y a le règlement européen qui va donc se mettre en place. Donc, à partir de 1992, entre 92 et 98, les cahiers des charges. Okay? Donc, progressivement, jusqu'à 2001, programme de recherche INRA. Et dans un contexte de remise en cause des modèles agricoles, crise alimentaire et écologique. Donc, INRA, c'est une organisation tout simplement française qui aide au développement de l'agriculture et qui va être consultée au niveau planétaire pour les idées qui sont donc développées là-dessus. Donc, c'est juste pour vous donner une idée là-dessus, sur le fait que l'agriculture va devenir de plus en plus important au sein de la société. Parce que c'est le secteur qui va donc permettre à la population de pouvoir se nourrir. Ça va permettre également à la population de pouvoir gagner de l'argent. En faisant quoi? En faisant des exportations, par exemple. Donc, elle devient petit à petit institutionnalisée dans les différents pays. Elle devient quelque chose qui appartient à l'État. Elle devient un devoir de l'État. Elle devient un exercice qui est prioritaire pour l'État. Donc, automatiquement, dans différents États, on va mettre en place des organismes, on va mettre en place, par exemple, ici à Avanato, par exemple, on a carrément un ministère qui est là pour veiller à tout ce qui est du domaine agricole. Pourquoi il y a un ministère, par exemple, ici à Avanato? Parce que l'agriculture, c'est une source de revenus primordiale pour tout le monde. Donc, on est obligé d'avoir un ministère là-dessus parce que le gouvernement va mettre de l'argent à l'intérieur de ce ministère qui va permettre de développer, qui va permettre d'encourager les agriculteurs qui sont donc sur le terrain à continuer cette activité, à recevoir de l'aide, et par la suite aussi de gagner de l'argent, par exemple en exportant les produits vers l'étranger. Donc, vous voyez, il y a une étape successive qui va donc se mettre progressivement en place pour que l'agriculture devienne quelque chose d'important dans la société et aussi un gagne-pain, s'il vous plaît. Donc, politique agricole est donc mise en place à partir de 80-90 et l'idée de institutionnalisation, comme l'exemple que je vous ai donné. Exemple ici à Avanato, c'est donc le ministère de l'Agriculture. Okay? Donc, tout gouvernement, par exemple, qui va se mettre en place, on va à chaque fois octroyer un ministère pour regarder à tout ce qui touche l'agriculture, parce que c'est un secteur tout simplement de vie et important dans la société. Donc, à partir de 2000,
du moment où c'est organisé, du moment où c'est institutionnalisé, on va voir en fait qu'il y a un décollage à partir de 2000. Parce que tous les efforts sont donc concentrés sur un organe politique qui va veiller tout simplement au développement de ces idées à travers les pays. Donc, entre 90 et 2000, une croissance rapide, mais mal maîtrisée. Okay? Parce que quelque chose, encore une fois, qui va aller rapidement, hein, ce sont des débuts, bien sûr, ça va connaître tout simplement des difficultés. Si je reviens à l'histoire de Vanuatu, lorsque le Vanuatu Party a pris les pleins pouvoir à partir de 1980, ils ont cette idée de pouvoir faire de Vanuatu un territoire qui soit indépendant. Après 41 ans, après 42 ans, on peut donc observer, et on en parle à travers notre société, que politiquement parlant, le Vanuatu est un pays qui est vraiment indépendant là-dessus. Okay? Par contre, au niveau économique, on est loin de là. Pourquoi? Parce qu'on a pensé, le Vanuatu Party à l'époque a eu cette idée de pouvoir développer le domaine agricole pour essayer de booster notre économie par la suite. Mais le problème, c'est que on n'avait pas des personnes pour. On a besoin de la ressource humaine qualifiée pour pouvoir travailler ces idées-là, pour pouvoir permettre à ce que ces idées puissent fonctionner. Mais le problème, c'est qu'une fois que les forces coloniales sont donc parties, il y avait un creux carrément qui était resté. Donc, du coup, ça a été difficile de pouvoir gérer ces différents problèmes. Donc, le prix, par exemple, du cobra a donc chuté. Le prix du café a donc chuté. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas une bonne ressource humaine pour pouvoir relever le défi par la suite, une fois que les puissances sont donc parties. Donc, il y a une petite difficulté à partir des premières années, par exemple, de l'indépendance du Vanuatu, par exemple, et qui vient confirmer ces idées-là. Donc, petit à petit, il y aura de la ressource, on va former des gens, on va mettre beaucoup plus d'argent sur les différentes organisations qui s'intéressent à l'agriculture, puis petit à petit, à partir de 2000, il y aura des changements qui vont donc apparaître dans la société. Donc, entre 2003 et 2007, stagnation pour les grandes productions animales et végétales, ça concerne surtout les pays qui sont donc beaucoup plus avancés au niveau mondial. 2008 à 2012, un nouvel essor avec Grenelle et le plan Bernier. Okay? Donc, c'est un plan, c'est une politique, encore une fois, agricole qui va venir encourager les agriculteurs ou bien les fermiers à produire beaucoup plus avec un capital qui est donc donné par l'État sous forme d'emprunt. Et à partir de 2013, programme Ambition Bio 2017. Donc, à partir de 2008-2012, l'État va aider, okay? Va proposer, par exemple, va proposer de l'argent pour pouvoir venir en aide, par exemple, pour les grandes entreprises agricoles. Okay? Ils vont le faire sous forme d'emprunt. Tu viens emprunter tant d'argent, tu vas aller travailler dessus, tu vas faire du bénéfice et tu rembourses après le gouvernement. À partir de 2013, c'est parce qu'il y a déjà un système qui est mis en place, mais on veut donner beaucoup plus de valeur aux produits. Donc, il y a le programme maintenant, il y a l'ambition de Bio 2017. Fin 2012, l'agriculture biologique concerne plus de 25 000 agriculteurs et plus de 1 million d'hectares, soit de 3,7% de la SOF, par exemple, en France. Okay? Donc, là, j'ai pris l'exemple de la France, c'est juste pour vous montrer que à partir de 2012, beaucoup plus de personnes se sont donc intéressées à l'agriculture, d'abord concernant les pays riches, parce qu'ils ont une population qui est très importante, qui est conséquente. Il faut aussi qu'ils mettent de l'importance sur la partie agricole, parce que c'est donc ce secteur qui va donc fournir, qui va donc nourrir, les grandes populations. Donc, l'exemple ici de la France montre bien en fait que l'on met beaucoup plus de l'importance à cette activité. Donc, on va parler de l'essor agricole tout simplement à partir de 2000. Okay? Sur ces deux documents que je viens juste de vous afficher, il y a l'évolution depuis 2001 du nombre de producteurs
et autres opérateurs bio et des surfaces en mode de production biologique. Okay? Donc, ces deux documents, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ce secteur a pris de l'importance, est devenu un secteur qui va être beaucoup plus développé, qui va être un secteur où on va mettre beaucoup plus de financement. Okay? Donc, ces courbes montrent bien en fait qu'il y a des évolutions à partir de 1995, par exemple, jusqu'à, si vous regardez 2011, on voit tout simplement qu'à chaque fois, les courbes montent. Okay? Du moment où les courbes montent, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup plus d'importance qui est mise dans ce secteur. Donc, si on regarde la courbe rouge sur la partie légende, c'est tout simplement le nombre d'exportations. On produit beaucoup plus, on nourrit la population dans un premier temps. Le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? On exporte. Et en retour, on a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Deuxième des choses, c'est tout simplement préparateur, distribution et importation. Vous voyez également le nombre de ces activités va donc également augmenter. L'autre carte, les pays avec plus de 1100 hectares en bio, nombre d'exportations bio en milliers, en bleu, en vert foncé, et en rouge, surface cultivée en bio en millions d'hectares. Okay. Donc, cette carte, c'est pour faire quoi exactement? Ben, ça démontre encore une fois l'importance de l'agriculture, la culture bio, si vous voulez, surtout, hein, à travers le monde. Et donc, vous voyez tous ces espaces, plusieurs endroits dans le monde mettent de l'importance sur le développement de l'agriculture. Donc, vous avez États-Unis, Amérique du Nord, la partie de Amérique du Nord, également la partie Amérique latine, les pays de l'Europe, l'Afrique, un peu ici, sur la partie, sur l'ouest de l'Afrique. Ensuite, sur la partie Asie, la Chine et l'Inde mettent également beaucoup d'importance sur le développement de l'agriculture, et également l'Australie sur la partie de l'Océanie, puis également la Nouvelle-Zélande. Okay? Pourquoi l'Australie et la Nouvelle-Zélande en Océanie? Ben, ça vient tout simplement confirmer comment dire, l'emploi saisonnier, cette activité économique qui nous aide énormément et qui fait du bien tout simplement à nos familles, à la population vanuataise, c'est que plusieurs de nos compatriotes partent en fait à l'étranger, donc principalement dans ces deux pays, pour pouvoir travailler. Mais ils vont travailler dans quel secteur? Ben, ils vont tout simplement travailler dans le secteur agricole. Et en retour, ben, ils envoient de l'argent à nos familles qui sont donc au pays et ça leur permet tout simplement de les aider financièrement. Donc, l'idée à retenir ici, c'est que l'agriculture devient un secteur de plus en plus développé et qui a de plus en plus d'importance au niveau mondial. Autre document qui vient confirmer cette importance, part de la surface bio sur le territoire agricole national en 2018, les 20 premiers pays dans le monde. Okay? Donc, vous avez donc tous les pays qui sont donc là, et vous voyez les pourcentages en fait montent jusqu'à 35%. Vous avez ici l'ensemble de certains des pays qui vont donc développer leur système agricole, qui vont mettre beaucoup plus d'importance là-dessus. Et vous avez là des informations qui viennent tout simplement confirmer encore le développement de ce secteur. Deuxième document, c'est le nombre d'exploitations bio, surtout cultivées en bio. Okay? Lorsqu'on parle de bio, la culture bio, c'est une culture qui est une culture qui va être tout simplement beaucoup plus. Il y a la culture industrielle, l'agriculture industrielle où on a l'idée d'industrie, on a l'idée de mécanisation, on a l'idée de transformation, on a l'idée de production en quantité pour pouvoir le vendre. Ça, c'est la production agricole industrielle. Mais lorsqu'on parle de la culture bio, il y a un certain respect sur les techniques qu'on va donc utiliser pour pouvoir produire et qui fait que le produit final va être tout simplement de bonne qualité. Donc, qui dit produit de bonne qualité, automatiquement cher ou bien rare. Okay? Donc, la culture bio, par exemple,
si on regarde, il y a plusieurs des pays européens qui vont donc se lancer là-dessus parce que c'est une culture qui est très chère et qui rapporte énormément dans les caisses de l'État. Donc, plan européen pour l'agriculture biochimique qui est donc annoncé en 2004, développement des marchés par campagne de promotion, du moment où ils vont voir en fait que c'est un secteur qui rapporte énormément de sous là-dessus. Ils vont également faire des campagnes. Manger bio, par exemple. Si vous ajoutez les autres produits, c'est bien, mais ça n'a pas trop de, comment dire, il n'y a pas trop d'aliments à l'intérieur qui peuvent aider à la croissance, par exemple. Du moment où vous achetez des produits qui sont en bio, c'est de la qualité, etc., etc. Donc, il y aura énormément de promotions qui vont donc être faites sur l'idée de l'agriculture biologique. Donc, il y a également l'idée d'encourager les États à mieux utiliser les fonds européens pour l'agriculture bio, parce que c'est une pensée qui arrive de l'Europe. Il y a l'Union européenne également qui va donc encourager les autres pays du monde à pratiquer l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que selon eux, l'agriculture biologique, elle est plus saine. Donc, il y a également l'idée d'amélioration et renforcer les normes européennes en agriculture biologique en les rendant plus transparents et plus professionnels. Donc, on va voir, l'Union européenne va donner des fonds, il va également donner des personnes ressources qui vont venir pour pouvoir former sur certaines des techniques agricoles. Et il y a également le plan Barnier pour l'agriculture biologique, qui est donc, c'est une politique qui a été mise en place tout simplement. Là, on a un exemple ici. Je vous ai parlé de l'Union européenne qui va essayer d'aller former pour ces idées-là. Il va donc, dans cette politique biologique, qu'est-ce qu'ils vont préconiser? Qu'est-ce qu'ils vont encourager le plus? Donc, ils vont, dans un premier temps, il y a tout ce qui va avec la recherche. Ils vont également participer aux formations. Ils vont également restaurer les collectifs, c'est-à-dire inciter les collectivités à introduire les aliments du moment où, par exemple, dans un endroit, ils voient que il n'y a pas, par exemple, ce type de plante, mais qui permet de nourrir les personnes. Donc, ils vont, à travers cette organisation, on va faire venir des plantes dans cet espace, dans ce milieu, et on va le planter. Et du moment où on va le planter, ben, ça va tout simplement permettre, parce qu'on va à chaque fois commander dans les autres parties, dans les autres pays, pour pouvoir en consommer. Donc, il y a également l'idée de restauration collective. Par exemple, il y a cette politique également, si on revient sur la situation de Vanuatu, certaines des îles du Sud, il y a moins de bœufs, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en place une politique qui dit que il faut que les îles qui ont énormément de bœufs, il faut que ces îles-là doivent contacter, par exemple, le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture va donc acheter ces bœufs et il va les faire déplacer sur les autres. Ils vont devenir des produits qui appartiennent à l'État et l'État peut les acheminer vers les autres espaces, les autres îles du Vanuatu pour pouvoir permettre à ceux qui sont là de pouvoir les élever, de pouvoir produire, de pouvoir aider tout simplement au développement agricole de ces endroits-là. Donc, il y a cette idée aussi que nous, on peut voir dans notre pays. Donc, il y a restauration de collectifs. Il y a également l'idée de filière, aide à la structuration avec un budget de 3 millions d'euros annuels, production, crédit d'impôt pérennisé et d'une étude au maintien des plafonnement des aides conversion et réglementation. OK. Pour faire ça, toutes ces idées qui sont donc là, ce sont tout simplement des politiques qui ont été mises en place, des politiques qui ont été pensées pour mieux accompagner l'implantation de l'agriculture bio dans les différents endroits. Et ces idées sont donc tout simplement renforcées par les fonds européens. Okay? C'est cette organisation européenne
qui va donc aider à l'idée du développement de la culture bio à travers le monde. Et les actions, qu'est-ce qu'ils font également, qu'est-ce qu'ils font, pardon, exactement dans les actions qui vont nous mener? Ben, c'est tout simplement tout ce qui va avec la recherche. Si on voit par exemple qu'il y a un produit à Vanuatu, c'est un produit qui est très important, qui va permettre de nourrir la population et qui n'est pas par exemple présent sur la Nouvelle-Calédonie par exemple, ben, les chercheurs, ils vont envoyer des chercheurs sur Vanuatu, ils vont faire des recherches, ils vont voir comment la plante pousse, quels sont les nutriments que cette plante a donc besoin, et si par la suite ils peuvent extraire, ils peuvent comment dire, transporter la plante vers un autre territoire et le faire pousser là pour le bien de la population, mais ils peuvent très bien le faire, par exemple avec à travers cette organisation qui développe surtout le domaine agricole. Après, encore une fois, sur cette idée d'export de certains des produits, il y a certains produits qui sont même quand même protégés. Si je reviens sur l'exemple du kava, le kava, c'est une des plantes que nous, on cultive par exemple à Vanuatu, mais elle est reconnue comme une culture qui est propre à Vanuatu. Okay? Ça veut dire que les espèces que nous, on a ici, sont donc protégées parce que ce sont des espèces qui appartiennent à l'État. Il y a d'autres espèces qui sont moins intéressantes. On peut les transplanter dans d'autres territoires, d'autres pays, mais par contre, ceux qui ont nos marques dessus, qui sont donc reconnus comme des propriétés endémiques du pays, sont donc protégés tout simplement par certaines des politiques, d'où l'idée de réglementation. Il y a certaines choses, on peut les partager, certaines choses appartiennent toujours aux États parce que ça fait partie de leur richesse. Donc, notre programme qui est donc qui a pour ambition l'idée de bio, qui va donc développer à partir de 2017. Et c'est donc tout simplement l'idée que la culture bio devient une culture beaucoup plus importante et cette culture, elle a donc tout simplement des étiquettes. Donc, elle permet quoi? Elle permet tout simplement de développer la production, de structurer les filières, développer la consommation et acquérir des marchés, renforcer la recherche, son pilotage et diffusion des résultats, former des acteurs agricoles et agroalimentaires et adapter les règlements. Okay? Tout ce qui est dans ce programme-là, pardon, c'est tout simplement des ambitions liées à la culture du bio et qui a été développé à partir de 2017. Voilà donc le slogan que l'on peut donc retrouver dans certains des produits. Si vous allez par exemple au marché, vous allez acheter certains des produits. À chaque fois, si c'est de la culture qui est donc qui fait partie du bio, vous avez à chaque fois ce cycle dessus, ou bien également ce cycle AB, agriculture biologique. Et ces cycles-là, tout simplement, démontrent en fait, encore une fois, que les produits sont donc de qualité. Et qui dit qualité, encore une fois, ce sont donc des produits qui sont donc faits. Voilà donc pour ces cycles. Encore une fois, ces cycles, ce sont tout simplement des labels agricoles biologiques et ce sont des labels qui sont donc reconnus internationalement et ce sont des labels de qualité française qui sont donc collés sur les différents produits que l'on peut trouver un peu dans les marchés. Du moment où il n'y a pas ces labels dessus, ça peut être des produits qui sont destinés à l'agriculture commerciale. Donc, qui dit commerce dit grand nombre. On ne pense pas trop à la qualité là-dessus. Mais du moment où il y a ces sigles dessus, du moment où il y a ces labels dessus, vous pouvez très bien aller les comparer. Du moment où il y a ces labels dessus, ça devient automatiquement des produits qui sont donc chers, mais de qualité, encore une fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui va avec la production agricole, tout ce qui va avec l'idée de l'agriculture biologique. S'il y a des questions ou des idées que vous voulez demander, je reviens vers vous
Si vous pouvez. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation qu'on vient juste de faire? Ou bien des retours de votre part, des commentaires? Si je peux avoir un feedback de vous? Je crois que ça va. Ça va jusque-là? Oui, monsieur. OK. Donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est juste pour voir en fait comment est-ce que la culture bio s'est donc développée depuis le siècle dernier. Okay? Retenez tout simplement que si la culture bio devient de plus en plus importante de nos jours, c'est parce qu'elle a connu en fait différentes évolutions. Okay? Et l'idée en fait maintenant, c'est que la culture bio, on a mis de l'importance dessus à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que les pays ont été mis à mal, parce que la guerre a énormément changé les manières de vivre. Donc, l'idée de pouvoir développer le secteur agricole va commencer à partir de ce temps-là. Puis, par la suite, on veut quand même que les produits qu'on va donc développer soient toujours de qualité. Et aujourd'hui, il y a ces deux types de produits qui sont donc à chaque fois mis sur le marché. Il y a les produits qui sont en fait d'origine industrialisation agricole. Et il y a de l'autre côté la culture bio qui est de plus en plus chère dans la société. Donc, il y a ces deux produits-là qui font concurrence à chaque fois dans la société. Et du moment où ils font concurrence, ça veut dire tout simplement que c'est nous maintenant, en tant que consommateurs, il faut qu'on pense à ce qu'on va acheter. Okay? Parce que ça concerne directement notre santé. Et en guise de conclusion, si je peux porter rapidement ceci, c'est que l'histoire de la culture bio est une histoire marquée par un affrontement sur les différentes conceptions de l'agriculture, notamment en France dans un premier temps, puis par la suite, elles vont être apportées sur le reste du monde. Donc, l'État français prend et maintient une position active sur l'agriculture biologique. C'est pourquoi l'idée qui vient de cette organisation européenne vont aller jusqu'aux différents pays du monde. Il y a également les régions de l'Union européenne qui peuvent apporter une aide décisive. Okay? On a à présent des organisations qui œuvrent en fait au développement de l'agriculture, et nous, à Vanuatu, on a la chance en fait de bénéficier des aides qui viennent de ces organisations internationales. Et la consommation et globalement, les attentes sociales sont élevées. Et de plus en plus de personnes, maintenant, ils vont acheter de la culture qui est bio. Pourquoi? Parce qu'ils pensent en fait à leur santé. Là, la question qu'on peut donc se poser, c'est que les agriculteurs vont-ils continuer à convertir leurs terres dans un contexte global de prix agricoles potentiellement élevés, c'est-à-dire fort demande des pays émergents sur des produits sophistiqués. Okay? Donc, les produits bio, cette fois-ci, ce sont les pays riches qui vont venir pour acheter. Mais l'idée, est-ce que du moment où il y a une forte demande, est-ce que ça va encourager les pays qui ont des petites parcelles de terrain à encore miser sur l'utilisation d'autres parcelles? Est-ce que ça ne va pas devenir un problème par la suite? Comment est-ce que vont cohabiter évolution? Comment est-ce que vont cohabiter et évoluer les diverses formes d'agriculture? Vous voyez, nous, on a une manière de pouvoir développer certains de nos produits agricoles. Il y a de l'autre côté, il y a une mécanisation de l'agriculture. Comment est-ce que nous, par exemple, en tant que peuple du Vanuatu, on peut faire cohabiter ces deux systèmes? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ça ne va pas créer certaines ruptures au sein de notre manière de vivre dans la société? Voilà, ce sont des questions que l'on se pose. Je prends un exemple tout simple. Si, par exemple, j'ai envie d'avoir un grand champ d'igname, je peux utiliser, par exemple, aujourd'hui, ces machines qui peuvent perforer la terre et puis de planter vite fait. Planter vite fait, par exemple, les têtes de mes ignames. Il y a de l'autre côté aussi notre manière traditionnelle pour pouvoir respecter les saisons,
voir quand est-ce qu'il faut planter. Vous voyez, il y a ces deux idéologies qui arrivent. Est-ce que ça ne peut pas créer d'autres confusions sur les personnes qui pratiquent de l'agriculture? Voilà donc la question que l'on peut également se poser. Est-ce que ces nouvelles méthodologies qui arrivent, est-ce que ça ne va pas en fait changer la manière de vivre tout simplement des gens dans la société? Et ici, si on ramène la question par exemple au Vanuatu. Et en dernier, voilà la biographie, c'est tout simplement comment dire, les sources où j'ai été consulté pour pouvoir faire ce montage de cours. Est-ce que ça va jusque-là? Des réactions? Ça va, monsieur. Ça va? OK. Voilà, si tout est clair, je vais comment dire, je vais mettre également ce document par la suite, je vais le mettre sur PDF et d'ici la fin de la journée, je vais mettre également ce document support qu'on vient juste de voir. Vous pourrez aller tranquillement à tête reposée le télécharger et puis le revisionner ou bien le relire chez vous tranquillement. Après, demain, s'il y a d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Okay? Donc, demain, on aura notre avant-dernier cours sur les sciences, les CM surtout, et puis mercredi, je ferai un dernier bilan là-dessus, et puis vous donner également les derniers consignes de travail pour pouvoir faire et compléter, et puis me rendre tranquillement par la suite au temps indiqué. Voilà donc pour ce cours. S'il n'y a plus rien à se dire, bien se demander, on se dit à demain. Merci à vous. Merci, monsieur, pour le cours. Merci. Et puis, bonne fin de journée. On se dit à demain, même heure. Merci, monsieur. À demain. OK. Merci. Au revoir.